Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'ai l'impression que le micro est pas très fort. Ouais. On m'entend? On nous entend bien? Ouais. Ok, très bien. Ouais, il y a un peu de bruit quand même, non? Ouais. Hein? Oui. Oui. Hein? Est-ce que je commence? Tu fais un petit... On y va. Bon bah bonjour à tous. Bonjour. Donc merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on a choisi de vous parler de microservices et de maxi supplice. En gros, ça va être l'histoire de comment on a détruit une architecture distribuée pour revenir à un majestueux monolithe. Avant toute chose, un petit disclaimer, évidemment ce titre est un peu provocateur. L'idée c'est d'énerver les défenseurs des microservices, mais aussi de vous inviter à la curiosité. Évidemment, vous allez le découvrir, le but de Stalk, c'est pas du tout de discréditer les architectures distribuées ou les microservices. C'est surtout de vous montrer comment on a conduit du changement et comment on a instrumentalisé une grosse refacto dans une application. Et évidemment, on tient à préciser qu'aucun microservice n'a été maltraité pendant la création de ces slides. Donc je me présente, Alexis, je suis tech lead chez Circularix. Et moi, c'est Yann, senior architecte chez Théodo. Donc tout d'abord, un peu de contexte. Circularix, c'est un projet qui est né d'une maison mère qui s'appelle Recommerce. Donc Recommerce est spécialiste en Europe dans le reconditionnement de smartphones depuis une quinzaine d'années. Et en fait, il y a 2 ans, ils ont lancé le projet Circularix qui a vocation à aider les entreprises qui veulent se lancer dans un programme de rachat pour faire du reconditionnement. Donc c'est un produit SaaS. Et dans le contexte qu'on va vous expliquer, du coup, Yann et Théodo sont venus nous accompagner pour justement fusionner des microservices. On va vous en dire un petit peu plus. La première chose, la dette, c'est jour 1. Comme je disais, le projet a seulement 2 ans. On avait une dizaine de développeurs qui avaient travaillé dessus au moment où Yann nous a rejoints. Et on avait déjà de la dette. On a des problèmes de fort couplage, on a des problèmes de performance, on a des problèmes de manque d'ownership. Et tout ça, c'est aussi pour vous dire que quand on veut accélérer vite, on commence souvent par essayer de faire vite et faire simple. Et donc, on accumule de la dette dès le départ. Et personne n'est protégé, hein, même les entreprises les plus jeunes. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ce projet, quand il a été créé, pour aller très très vite, on a essayé de reprendre une architecture qui était déjà découpée en fait, dans la maison mère Recommerce. Donc on avait 8 microservices au départ. Là, on peut voir les 4 en haut qui n'ont même pas tenu 3 commits, qui ont été très vite supprimés parce qu'ils ne servaient à rien. Et donc les 4 qui sont restés pendant 2 ans, qu'on voit ici, en gros, c'est des applications PHP avec chacun leur base de données en MySQL respective et un front-end en JavaScript. C'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Ce qu'il faut voir en gros, c'est qu'on va le détailler plus tard, mais il y a du couplage, il y a du fort couplage entre ces 4 microservices. Ils n'ont pas été conçus comme des microservices d'ailleurs. Et ils communiquent en permanence tous ensemble, ils ont des fortes dépendances et ça va causer des problèmes notamment de performance. Le souci qu'on a du coup, c'est qu'on a plutôt un monolithe distribué en réalité que vraiment une architecture distribuée. En gros, l'idée d'un monolithe distribué, c'est que les choses sont monolithiques, mais quand même un petit peu scalables parce que distribuées en termes d'infra. Ici, je suis même pas certain qu'on puisse parler d'un monolithe distribué parce qu'en réalité, on avait beaucoup de mal encore à pouvoir déployer et même faire évoluer des microservices sans impacter les autres. Donc, au final, c'était pas du tout fonctionnel. Il était quasiment impossible en fait de modifier un service sans tous les toucher. Un autre problème qu'on avait, c'était les responsabilités pas très claires. On a un petit problème de ownership, c'est que il n'y avait pas vraiment de domaine métier attribué à chaque microservice. Les noms que vous avez vus là, en fait, c'est un petit peu des boîtes vides. On n'a pas nécessairement réfléchi à ce que voulait dire chacun de ces microservices. Chaque équipe n'avait pas nécessairement un microservice qui lui était dédié. Il n'y a pas d'ownership sur les microservices. Et chaque équipe n'avait pas non plus de domaine métier. Donc en fait, on arrive à une triade de personnes gèrent en particulier le découplage de ces microservices. Et donc du coup,
Avec le couplage dont on se parlait, on a un peu une réaction en chaîne qu'on pourrait appeler effet fork bomb au niveau des process, puisque une requête en fait, qui va arriver vers un microservice va en nécessiter 3 vers les 3 autres, puis 4 vers parfois le premier qui les appelait, et ainsi de suite. Et en fait, cette chaîne de dépendance, elle fait que on a la queue du serveur web qui commence un petit peu à s'accumuler, le pool FPM se remplit, donc non seulement on a de l'indispo, mais on a des lenteurs massives en prod, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. Tout ça, ça présente des fondations un peu fragiles pour les futurs projets, notamment parce que la boîte est en croissance, on a besoin de rajouter du fonctionnel très très vite, et on a un projet d'API public au moment où on commence cette idée de fusion des microservices. Et une API publique avec les performances dont on parlait juste avant et avec le couplage dont on parlait, ça va être très compliqué. En plus, on a prévu que l'équipe grossisse pendant l'année. Ça va juste pas être possible de maintenir ce spaghetti de dépendance tel quel. Donc la décision, c'est de commencer par merger tout ça, mais il nous faut un plan de bataille. C'est ça. On a déterminé qu'il fallait changer les choses, mais on ne va pas juste se lancer bille en tête. On va définir un plan de bataille. Et ce plan de bataille, il doit avoir certaines composantes. Si on commence par une métaphore, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est sur cette rive-là, de ce côté. C'est relativement inconfortable, mais plutôt stable. Et on veut aller de l'autre côté. Et on cherche à inventer un chemin entre les deux. Alors perso, je trouve que la photo, elle est très belle, mais j'ai certainement pas envie de faire comme lui là, comme Alex. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour moi, il manque au moins 3 composantes pour justement réduire le risque et faire en sorte que cette opération se passe du mieux possible. La première chose, avoir un filet de sécurité. Le filet de sécurité, c'est ce qui va nous permettre de nous jeter à l'eau et de réduire les risques versus tomber dans le vide. Dans le cadre de l'IT, ça veut dire quoi un filet de sécurité ? Pour nous, ça veut dire 2 choses. La première chose, elle paraît évidente, c'est le fait d'avoir un rollback. En l'état, on est satisfait de notre procédure de rollback au moment où on démarre ce merge des microservices, mais ça veut dire que si on introduit de nouveaux outils en cours de route, il va falloir être aussi en mesure de rollbacker vis-à-vis de ces outils. La deuxième chose, c'est du monitoring. Resetter manuellement le fait qu'il y ait une 500 sur la page d'accueil en prod, ça c'est possible. Mais vu qu'on s'apprête à faire des changements sur l'ensemble de la code base, il nous faut une solution beaucoup plus exhaustive pour justement détecter et résoudre rapidement les problèmes et ensuite pouvoir éventuellement rollbacker. Le monitoring, on s'appuie sur 3 outils. Le premier d'entre eux, c'est Sentry. Sentry était déjà présent, déjà utilisé chez CircularX. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a amélioré la remontée d'erreurs, on a mis en place l'APM, tout pour justement identifier au plus vite s'il y a un problème et réagir au mieux. Le deuxième outil, c'était pour faire des tests de charge. On s'est appuyé sur Cassis, Grafana et InfluDB pour justement pouvoir faire des tests de charge sur la plateforme. Normalement, nos travaux vont améliorer la performance, mais vu qu'on est déjà dans une situation critique, on ne peut pas se permettre qu'elle se dégrade, même au cours du processus. Donc on avait besoin de mesurer si l'évolution de la performance se passait correctement ou non. Enfin, pareil, outil existant, c'était toutes les métriques AWS qui existaient déjà et qui étaient manipulées par Jean-Luc, notre DevOps. Et ça me permet de faire la transition avec la deuxième composante nécessaire avant de faire le grand saut, c'est le fait d'avoir une équipe. Ce projet, il va nécessiter des compétences en dev, une connaissance de la code base, des compétences en ops, une connaissance accrue du métier, de l'existant, et c'est impossible à faire tout seul. Du coup, on a constitué une équipe. En plus d'Alexis et moi, on a du coup eu Jean-Luc, notre DevOps, en Legolas. On avait Nicolas Gimli comme PO, Sam, Joseph, qui nous a rejoint en cours de route pour avoir plus de force de frappe côté dev. Tout ça sous le regard de Ludovic, le CTO. Ok, en plus d'avoir une équipe, il manque une 3e composante, c'est le fait de faire des étapes intermédiaires. Là, si on essaye de faire ce changement en mode Big Bang, on va augmenter les risques. Donc on va plutôt chercher à avoir une démarche plus itérative pour non seulement réduire ce risque, mais aussi se permettre d'apprendre des choses en cours de route et améliorer notre processus tout au long du chemin. Dans notre cas de figure, c'est assez simple. On veut passer de 4 services à 1. Donc plutôt que de faire un changement d'une traite, on va d'abord passer de 4 à 3, de 3 à 2, de 2 à 1. Et enfin avoir un monolithe. Du coup, pour résumer, là d'un coup ça me paraît beaucoup plus jouable avec ces étapes intermédiaires, le fil de sécurité et les 2 Bobby à côté pour nous aider. Super, mais c'est quoi ce plan de bataille? Qu'est-ce qu'on va faire?
la première chose qu'on va devoir déterminer, c'est justement, on va passer de 4 à 3, de 3 à 2, de 2 à 1, bah, c'est dans quel ordre on va le faire. Et quel service va absorber quel autre service. Comment nous y sommes pris? On a fait ce petit schéma qui représentait les appels HTTP qui étaient faits entre les différents services. Déjà, première blague, on s'est rendu compte que certains services étaient un peu schizophrènes et s'appelaient eux-mêmes par HTTP. Bon, voilà. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est mesurer pour chaque merge le nombre de connexions à réécrire. Par exemple, si je veux mettre diagnostic dans stock, eh ben, je vais avoir ces 11 appels-là et cet appel-là à réécrire, remplacer des calls HTTP par des appels en base, parce que les deux seraient fusionnés. Et on aurait cet appel ici, qui serait à rediriger vers la somme des deux. Donc on aurait 13 connexions à réécrire. Et de là, on a imaginé un peu on a envisagé les différents scénarios, en regardant à chaque fois combien de connexions ça engendrait à réécrire, et on a cherché à minimiser ce rework. On avait deux scénarios possibles. On avait identifié que les deux services susceptibles d'être les hôtes des autres services, c'était stock et identification, qui étaient les deux plus gros. On a déroulé les deux scénarios, et on est arrivé au fait que ça devait être stock qui allait récupérer les autres services. Ce résultat, on l'a obtenu, il était conforme à notre intuition, et on l'a obtenu d'une autre manière. Au moment où on a voulu représenter le modèle des 4 services. Cherchez pas à lire, c'est fait pour. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les bases des différents services, on avait des colonnes qui pointaient vers des données de tables d'autres services, des simili foreign key. Et en fait, aucune de ces colonnes ne pointait vers stock. Aucun service autre n'avait besoin de données de stock. Ça nous a confirmé le fait que stock jouait un peu ce rôle de service par défaut, qui récupérait tout ce qui n'allait pas dans les 3 autres. Et du coup, c'était lui qui allait récupérer le reste. Ok, super, on sait dans quel ordre on va les merger, mais on ne sait toujours pas ce qu'on fait dans le cadre d'un merge. On a 2 défis à relever pour éviter d'avoir des régressions. Le premier défi, c'est qu'on n'est pas les seuls actuellement à taper sur nos API. On a des services tiers. On a notamment des batchs nocturnes, des callbacks, des choses comme ça. Et ces batchs, ils sont susceptibles d'appeler des URL de services appelés à disparaître. Donc pour éviter les régressions, il va falloir faire en sorte que ces URL continuent de fonctionner même après le merge, pour ensuite contacter le tiers et lui dire cette URL elle est dépréciée, effectue le changement pour pointer ailleurs. Pour répondre à ce défi, l'outil qu'on a choisi d'utiliser, c'est, du coup on était chez AWS, l'infra est sur AWS, on a choisi d'utiliser API Gateway. API Gateway, c'est un certain nombre de features intéressantes lorsqu'on veut faire une API. Ça permet de gérer notamment l'autorisation, ça permet de gérer le versionning des API. Mais là, on l'a, dans le cadre du merge, utilisé bêtement comme un proxy. C'est-à-dire que donc Jean-Luc, notre DevOps, a fait en sorte de l'installer en mode passe-plat. Donc en face de chacun, un API Gateway en face de chacun des services qui l'exposait directement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on va vouloir débrancher des services, on va lui dire pointe vers tel autre. Deuxième défi, la réplication des données. À la terme, on ne veut plus qu'une seule base. Aujourd'hui, on en a 4. Donc ce qu'on va devoir faire à chaque fois, c'est non seulement copier le schéma des tables, des bases qui vont disparaître, mais aussi les données à l'intérieur. Copier ces données, c'est quelque chose qui prend du temps. Il va falloir déterminer le comportement de la plateforme pendant cette phase de réplication. Notre première intuition, le premier plan que l'on a fait, ça a été de refuser cet obstacle et de se dire, en fait, on n'a pas envie de gérer le comportement de la plateforme pendant qu'on copie ces données, et on va faire en sorte que l'appli ne fonctionne pas à ce moment-là. On va mettre une page de maintenance. Donc la première phase, c'est une phase classique, une MEP où on ne faisait que copier le schéma de la base appelée à disparaître dans la nouvelle base du service hôte. Et ensuite, on faisait une deuxième MEP, où on faisait interruption de service, page de maintenance, et où on faisait les dumps, l'insertion des données, la copie des endpoints, la redirection du trafic, on gérait les rollbacks, on gérait plein de choses. Je vous épargne les détails. Ce plan, on a choisi de ne pas le suivre pour 2 raisons. La première, c'est justement cette page de maintenance. Contrairement aux intuitions, ce n'était pas du tout un blocage d'un point de vue métier, d'un point de vue business. C'était beaucoup plus le travail supplémentaire que ça engendrait. Ça voulait dire gérer la SQL sur le front. Ça voulait dire qu'est-ce qui se passe si un utilisateur est sur le site et ne rafraîchit pas son navigateur pour récupérer la dernière version de l'appli et qu'il essaye de faire des appels. Quid si des batchs nocturnes ont effectivement lieu, ou des callbacks ont lieu à ce moment-là.
il y avait un certain nombre de questions auxquelles on n'avait pas forcément de réponse élégante. Le deuxième problème, il était plus idéologique. On a parlé de démarches itératives, d'étapes intermédiaires, et là en fait on a découpé en 2 étapes, une étape très simple et une grosse étape où on fait absolument tout le reste et qui est plus risqué. On est convaincu justement de l'existence d'une solution qui sera plus élégante, plus itérative. Et puis il y a une raison officieuse qui est qu'on n'était pas très motivé de se lever à 4 h du mat pour faire toutes ces opérations. Du coup, on s'est dit on va relever ce deuxième défi de la réplication des données. Et en fait, il existe un outil AWS qui était là sur l'étagère pour nous aider, c'est AWS DMS. DMS, c'est pour Database Migration Service, et il fait exactement ce qui est écrit sur le titre, il fait de la réplication de données. Alors il peut tout à fait gérer la réplication initiale, pour vraiment récupérer un gros dump de données d'un coup, mais il peut aussi gérer les insertions et les mises à jour au fil de l'eau, et répliquer ces changements en direct. Il permet même de faire de la réplication bidirectionnelle, sans avoir de problème de boucle infinie. Du coup, on a abouti à ce deuxième plan dont on était bien plus satisfait, et avec lequel on s'est dit qu'on pouvait y aller. Accrochez-vous, c'est la slide la plus technique. La première partie, c'est peu ou prou la même chose que dans le plan précédent. On copie le modèle sans qu'il soit utilisé, et on active la réplication DMS bidirectionnelle. J'explique pourquoi plus tard. Ensuite, contrairement à ce qui est indiqué ici, on ne met pas en place API Gateway dans le sens où il était déjà mis auparavant. Le schéma, on a repris les vrais et bon, il y a des écarts avec la réalité. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on copie les endpoints. Donc désormais, dans le service hôte, on a les endpoints qui étaient dans le service appelé à disparaître. Mais ils ne sont pas encore appelés. Donc c'est une map qui est encore transparente pour les utilisateurs et qu'on peut faire normalement. Par la suite, on fait ce qu'on appelle une bascule, dans le sens où l'API Gateway qui exposait le service appelé à disparaître, désormais va rediriger vers les endpoints qui ont été répliqués. Pour le front et pour le service hôte, il continue d'appeler les anciennes URL, mais désormais, ça passe directement par lui. À ce moment-là, ce service, on devrait pouvoir l'éteindre. Mais vu qu'on a appliqué, si on a un souci, vu qu'on a appliqué on a une réplication bidirectionnelle, les données qui sont insérées là le sont aussi ici, et on peut rollback sans souci et faire en sorte on n'aura pas perdu de données en cours de route. De là, du coup, on peut éteindre tout ça. Ça veut dire nettoyer le pipeline de déploiement, les registries Docker, l'installation locale, plein de choses. Donc l'étape ici, c'est mi-dev, mi-ops. Et enfin, une fois qu'on a ça, on a effectivement plus qu'un seul service au lieu de 2, mais qui est schizophrène, dans le sens où il continue de s'appeler lui-même par HTTP en pensant qu'il y a un alter ego. Et bien là, du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est réécrire ces calls HTTP en des appels en base. Et là, on a quelque chose de pleinement mergé. Mais c'est une map classique qui ne nécessite pas d'intervention supplémentaire. Je ne l'ai pas encore dit, mais du coup, pendant cette phase, les 2 services ne doivent plus être modifiés. On a poussé un cran plus loin en se disant que pendant ces opérations, on ne touchait plus à l'ensemble du back. Pourquoi ? Parce que c'était difficile de faire le tri dans les fonctionnalités qui allaient utiliser que les autres services qui n'étaient pas concernés par le merge en cours, notamment parce que justement c'est un problème initial, les services back sont très couplés les uns aux autres et c'est très dur d'en toucher un sans toucher aux autres. Du coup, on se dit à ce moment-là, les autres équipes, désolé, tant pis pour vous, il va falloir faire du front. Mais au final, on a trouvé une solution pour les occuper davantage. C'est-à-dire qu'on a voulu faire un plan de visibilité pour matérialiser le séquencement des différentes tâches, les bascules, les opérations par les différentes équipes, les différents merges. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que la dernière étape du plan que j'ai pu montrer, avec justement la réécriture des endpoints, on pouvait la confier aux autres équipes. Ça avait plusieurs bienfaits. Premier bienfait, on avait moins de choses à faire nous. Deuxième bienfait, mécaniquement, ça réduisait le freeze. Troisième bienfait, ces équipes, c'est les feature teams qui avaient la connaissance métier. Donc, c'était eux les plus à même de faire cette phase de réécriture. C'est eux qui savaient dire, tiens, en fait, on faisait tel appel HTTP, mais en fait, on n'avait besoin que de cette unique donnée et pas de l'ensemble du body. Du coup, je vais faire quelque chose de beaucoup plus efficace. Et du coup, ça nous permettait d'impliquer aussi les dev back de ces autres feature teams qui, sinon, se seraient un peu tourné les pouces. Ce plan, du coup, évidemment, il n'est pas gravé dans le marbre. C'est ce qui nous a permis de détecter quand il y a des problèmes, parce que les tâches de merge, ça pouvait très vite être des tunnels où on ne savait pas trop ce qui se passait. Ça nous permettait de voir les problèmes. Enfin, toutes ces opérations de bascule, vu qu'on ne les avait jamais faites auparavant, il fallait qu'on les répète. Donc on a fait ces répétitions générales en pré-prod, où l'idée c'était de se dire, ok, quelles sont les tâches à faire, qui, à quel moment,
Et le but, c'était aussi de les mesurer en temps pour obtenir un chronogramme et savoir combien de temps devaient durer ces mètres de bascule. On est arrivé à quelque chose qui durait un peu moins d'une heure, et ce qui a fait que les différents merges ont eu lieu généralement entre 8 et 9 heures du matin, ce qui était déjà beaucoup plus acceptable que 4 heures du mat. Ok, super. Du coup, on a un plan de bataille qui est super bien établi, donc évidemment, dans la réalité, tout va bien se passer. Non. La théorie, c'est un très beau pays où tout se passe bien, mais on va faire un petit tour en pratique quand même, donc il est temps de mettre ce plan à exécution. Dans les choses qui nous ont servi, toutefois, enregistrer et historiser les décisions. Et Yann, en arrivant, nous a introduit une pratique qu'on utilisait peu chez CircularX, ou pas du tout, les ADR pour Architecture Decision Record. Pardon. Qu'est-ce que c'est un ADR? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ni plus ni moins qu'une façon d'enregistrer un choix qui a été fait, une décision d'architecture qui a été faite à un moment. L'intérêt de ça, évidemment, c'est de pouvoir se rappeler de pourquoi on a fait un choix à un moment donné du projet, de pouvoir aussi transmettre ce choix, cette décision et comment on l'a faite à d'autres gens, de peser les conséquences, les critères, de pondérer les critères entre eux, et de garder en fait la mémoire finalement d'une décision. Alors à la base c'est surtout pour des décisions d'architecture, nous on a fini par le généraliser et la plupart des décisions tech passent par un ADR, et ce qui est, franchement je vous le recommande. Bon, un ADR ça peut être quelque chose de très formalisé ou quelque chose d'écrit sur un bout de mouchoir s'il le faut. Là on peut voir 4 types d'ADR différents qu'on a utilisés sur le projet. Ça va du truc brouillon à un système d'étoiles, de notation, etc. Et honnêtement, c'est déjà mieux que rien. Ici, c'est des vrais ADR qu'on a fait du coup pendant la phase de fusion des microservices. Il y avait notamment la question de est-ce qu'on met à jour le framework en même temps qu'on fait la fusion des microservices? Du coup, non. Il y avait la façon dont on allait mélanger les fichiers, on va en reparler un petit peu plus tard, ou comment on gère un timeout inattendu, on va en reparler aussi plus tard. Mais c'est des ADR qui nous ont permis, même plus tard, de se rappeler pourquoi on a fait ce choix-là, et surtout, si les critères changent dans le futur, de remettre en question le choix qui a été fait en disant les critères sont plus d'actualité. Ensuite, le deuxième aspect, c'était évidemment merger la code base, donc autant dans le dépôt de code que la base de données. Yann vous a présenté un petit peu la big picture, mais maintenant il faut faire ce merge. Donc l'idée c'est de recabler finement, parce qu'on va certes pas supprimer beaucoup de dettes en mélangeant tout ça, mais on ne veut pas en ajouter non plus. Et on veut aussi, les stepping stones, on va faire des baby steps pour s'éviter des trop gros changements à chaque fois et risquer un rollback compliqué. Donc la première partie, c'était les appels HTTP. Du coup, entre les microservices, comme le disait Yann, on va pouvoir les remplacer par du SQL dans un premier temps. En réalité, la première étape, tu en as parlé, c'est même que les services s'appellent eux-mêmes en HTTP. Une fois qu'on a le monolithe, c'est pas forcément un problème, c'est juste pas performant. Et la deuxième étape, c'est de dire, OK, on va remplacer ces calls HTTP. Les services qui ont besoin de faire ces calls vont maintenant faire du SQL directement puisqu'ils ont la même base de données, mais sans changer le contrat des services PHP qui sont derrière. L'idée, c'est de dire vraiment on impacte le moins possible. Les équipes qui ont encore besoin d'utiliser le client HTTP, ils ne savent même pas qu'il y a du SQL derrière, théoriquement. Le contrat de la classe ne changeait pas. Et comme ça, on passe sur du baby step. Et évidemment, la troisième étape, c'est on ne va pas juste laisser des requêtes SQL. Il faudra probablement optimiser, donc même utiliser juste des jointures et des foreign keys pour ne pas continuer de faire ça comme des sagouins. Et ça, on peut le faire plus tard. En fait, nous, dans le temps qu'on a imparti à cette fusion des microservices, c'est pas dramatique s'il nous reste des requêtes SQL en dur à la fin. Donc, l'aspect qui va avec ça, c'est de fusionner la database, la base de données, et d'éviter les collisions. Ça peut paraître bête, mais il faut quand même y avoir pensé en amont. C'est qu'on avait évidemment des tables qui avaient les mêmes noms dans plusieurs bases de données. On a été assez clairvoyant pour ne pas les laisser s'écraser au moment de la réplication. Et donc ça a commencé à nous faire réfléchir aussi sur la façon de nommer les choses. On y reviendra plus tard, mais c'était déjà assez intéressant. Et en parlant de nommer les choses, il a fallu aussi choisir comment on allait fusionner la base de code, parce que ce qui se passait, c'est qu'on avait des choses pas très bien rangées, et quitte à mettre 4 services dans le même dossier dans SRC, on voulait éviter d'avoir juste tous les services au même endroit. Donc enable DDD, pourquoi? Parce qu'en fait, on y reviendra tout à l'heure, mais nous, ça permet de paver un petit peu la voie pour qu'on commence à réfléchir à comment on va découper les choses en domaines. Et en tout cas, la première étape, c'était pas du tout de découper en domaines. On peut voir que ce qu'on avait, c'était assez classique. On l'a pas précisé, mais on était sur une stack Symfony API Platform, donc
Les fichiers étaient rangés par archétype, ce qui se fait beaucoup. Et vu que dans chaque archétype, on avait tendance à avoir vraiment une tripotée de services, on s'est dit que c'était le bon moment pour commencer à les découper. Donc on a décidé de ranger par feature. L'avantage de la feature, c'est qu'il y a déjà un ownership dessus, alors que sur les domaines métiers, on n'en avait pas encore. On sait quelle équipe gère quelle feature. Ça permet déjà de commencer à responsabiliser les équipes sur une partie de ce qu'ils vont avoir à maintenir. Et puis surtout, si demain on a des domaines qui émergent, on peut ranger les features dans les domaines et tout se passera bien, enfin en tout cas au moins en théorie. Bon, alors c'est bien, on a prévu plein de choses. On a un plan de bataille millimétré, on a des maps bien séparés. Là, on a prévu les collisions, le merge de la base de données. Donc évidemment, tout ne va pas bien se passer. C'est le moment des petits loupés. Le premier truc qui s'est passé tout à l'heure, vous a parlé d'API Gateway. On était super content de mettre en place API Gateway pour faire cette bascule là, sur les appels entrants notamment. Voilà, je vais mettre ça direct. On a une première surprise, on se dit bah tiens c'est super, sur les tests en charge, on constate qu'on n'a plus aucun call qui dépasse 30 secondes. Donc ça y est, on a déjà résolu une grosse partie du problème, puisqu'avant ça a dépassé 1 minute. Et puis tiens, deuxième surprise, ces calls qui ne dépassent pas 30 secondes sont tous en erreur. Donc en fait, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a sûrement qui le savent, mais en fait il y a un timeout qui n'est pas débrayable dans API Gateway à 29 secondes. Donc tout ça c'est juste des 504 parce qu'on se prend des timeouts. Donc petite sœur, parce que nous le plan il était bien établi, on n'avait pas forcément envie de tout changer maintenant. Donc c'est justement à cette occasion-là qu'on s'est dit qu'on allait faire un ADR. On avait donc 3 options à nos yeux. La première, c'était changer de technologie pour remplacer API Gateway par Kong, par exemple, sur lequel on aurait la maîtrise du timeout. Sinon, on aurait pu aussi essayer de corriger les endpoints. Enfin, au moins, on s'est dit qu'on pouvait profiter de tâches asynchrones pour les boulots un petit peu longs qui prennent plus de 30 secondes. Sauf que c'est évidemment des endpoints où on a besoin d'une réponse tout de suite, donc l'asynchrone c'était pas idéal, et puis ça demandait surtout une refacto qu'on n'avait pas envie de faire au moment du merge des microservices en fait. Et donc la troisième option, qui était ma préférée depuis le départ, c'était de ne rien faire. On a fini par choisir ça. Il y avait quand même des arguments, c'est notamment le fait que c'était en partie des endpoints internes pour certains d'entre eux qui dépassaient déjà la minute avant d'être bloqués par ces 30 secondes. Et en fait, le serveur PHP avait un timeout à 1 minute, donc ils étaient déjà en timeout en fait. Et l'autre partie, c'est surtout que là, on est au début du merge des microservices. Nous, on a espoir qu'à mesure qu'on les rassemble, la perf va quand même, elle est censée s'améliorer, sinon on s'emmerde un peu pour rien. Donc pour l'instant on ne fait rien et on attend de voir. Il y a aussi eu des effets inattendus d'un autre type. Donc tout à l'heure Yann vous parlait un peu de DMS, c'est vrai que c'est assez cool parce que la réplication bilatérale sans boucle infinie, elle fonctionne super bien. Vraiment là-dessus il n'y a eu aucun souci. Par contre, ça coûte de la ressource. Et donc un jour, on a un développeur d'un autre projet, mais vraiment rien à voir avec ce qu'on était en train de faire, qui vient nous dire qu'en prod, il a des lenteurs massives, que sa base de données, en gros, elle a de l'indispo qui explose parce que les ressources sont trop sollicitées. Et on se dit, bah ouais, nous, on a livré quelques trucs dernièrement, mais ça ne devrait pas nécessairement avoir de rapport avec toi. Donc, comme je disais, DMS, ça consomme de la ressource. Nous, de notre côté, pas trop de soucis. En plus, la base de données est plutôt light. Mais en fait, sur cet autre projet, on ne le savait pas, on partage des ressources. C'est un autre projet qui n'a rien à voir et on a les mêmes ressources de base de données notamment qu'eux. Et eux, ils avaient des gros traitements sur lesquels DMS pesait encore plus. Et donc, en fait, la base de données, elle ne pouvait plus traiter tout ça. Donc, un peu panique aussi, parce qu'évidemment, on ne l'a pas vu en pré-prod, parce que les ressources partagées l'étaient que en prod. Donc, il a fallu changer le super plan. Là, toutes les phases où on faisait de la réplication continue avant, on s'est dit c'est pas possible parce que ça pèse trop. Ok, comment on peut passer à juste faire une copie une fois en one shot, au pire ça prend un peu moins d'1 heure, ça devrait résoudre le problème. Bon, du coup ça nous enlève l'option de rollback parce que s'il y a un problème, les données elles sont désynchro. C'est un peu tout le but de DMS à la base. On s'est dit que, en fait, de manière assez simple, si ça se passe mal, on peut relancer une réplication dans l'autre sens, puisque de toute façon, il n'y a jamais les 2 services qui sont accessibles en même temps. C'est la fameuse bascule. Donc, on est passé de potentiellement plusieurs jours à peser sur la base de données des copains à moins d'1 heure, et du coup, tout s'est plutôt bien passé finalement. Les outils aussi.
Ils nous ont un peu claqué entre les doigts. Les tests en charge dont on parlait tout à l'heure, ils ont été quand même prévus en amont. Hein. On avait un petit protocole, alors bon, c'est pas grand-chose, hein, mais en gros, on s'était dit qu'à chaque release, on allait lancer des tests en charge pour faire très très vite. On simule jusqu'à 200 utilisateurs en parallèle. On n'avait pas besoin de plus parce que de toute façon, les performances étaient déjà pas bonnes. Et l'idée, c'est qu'on mesure combien un petit script JavaScript qui nous permet de savoir, à partir des courbes, combien d'utilisateurs maximum en parallèle on peut avoir en restant sous un seuil de durée de requête. Donc on s'était dit qu'on prenait 4 mesures, vu qu'on ne savait pas du tout où on allait aller. Donc on faisait pour le seuil de 500 millisecondes, 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes. On a été très sage, on a fait un petit cahier, à chaque release on notait les 4 résultats, vraiment trop content. On avait hâte de voir que la performance s'améliore. Elle ne s'est pas améliorée. En plus de ça, on a eu des trucs un peu incohérents. Alors ça va pas forcément vous parler si on rentre pas dedans, mais en gros on pouvait avoir plus d'utilisateurs en parallèle pour rester sous la barre des 1 seconde que sous la barre des 5 secondes. Il ne marche pas trop quand même. Et il s'est avéré que c'était tout simplement on n'a pas géré un cas dans le script en JavaScript en absence de points sur la courbe en fait, qu'il analysait, notamment quand la durée des requêtes montait trop vite. Ça prenait les résultats du test d'avant. Donc on a jeté la moitié de ces résultats parce qu'on ne pouvait pas les utiliser. Voilà. Enfin, une petite peur de dernière minute. Donc là, il faut imaginer qu'on est la veille de la dernière mise en prod, de la dernière fusion des microservices. On a les 2 plus gros à mélanger entre eux, parce qu'on a le service qui s'occupe de l'identification à mettre dans le stock qui contient déjà les 3 autres. Et oui, et en plus, dans la semaine ou la semaine d'après, il est quand même prévu de débuter ce fameux chantier API derrière qui doit s'emboîter, donc on ne peut pas trop se permettre de rallonger le truc. Et on se dit, tiens, il n'y avait pas une fonctionnalité de SSO sur la plateforme qu'on aurait oublié de tester. En fait, il se trouve que dans les environnements qu'on utilise le plus, et pour la plupart de nos clients, il n'est pas encore utilisé, la connexion SSO n'est pas utilisée, mais le plus gros client, évidemment, sinon c'est pas drôle, il se connecte exclusivement à SSO. Et on se dit, ça aurait été peut-être bien de le tester avant de livrer un truc qui va changer les URL d'identification et qui va tout mélanger au même endroit. Et petite panique, d'autant que en fait, les personnes qui étaient le plus au courant sur ces fonctionnalités étaient indisponibles à ce moment-là. Donc on ne savait pas quel environnement utiliser, pas quel credentials utiliser, on ne savait même pas comment ça marchait vraiment le SSO. Voilà, on a sué. Et au final, on a réussi à avoir quand même des bouts d'infos, on a pu le tester, ça ne marchait pas, hein, on aurait pu s'y attendre. Et plus de peur que de mal, parce qu'au final, c'était une variable d'environnement à actualiser, vraiment juste pour le hostname. Donc à 15 heures de la dernière mise en prod, c'est bon, en fait ça marche, mais ça aurait été cool de le voir avant. Donc voilà, à ce moment-là, on a un monolithe en production, on a réussi notre super fusion, on est trop content. Il est peut-être temps de vérifier quand même parce que ça a donné en fait. Donc on va déjà se penser sur les résultats. Un truc plutôt cool, donc ça c'est le endpoint en prod, le plus important, c'est celui qui génère le plus de business. En fait, si on était dans du e-commerce, ce serait l'équivalent de créer une commande. Évidemment, on n'est pas super fiers, hein, mais on part du début du chantier où on était facilement entre 20 et 30 secondes en moyenne de temps de réponse sur ce endpoint. Tout doucement, là, en fait, on peut voir les moments où on a fusionné des microservices parce qu'à chaque fois, on a un gap où ça descend de presque 10 secondes par moment, pour terminer à moins de 5 secondes. Voilà. Certes, ce n'est pas la meilleure performance que vous verrez de votre vie, mais c'est déjà quand même une belle réduction. Et après, derrière, là, on va pouvoir plus sereinement dépatouiller tout ça et essayer de vraiment gérer ce problème de couplage. Un autre effet plutôt positif, c'est qu'on commence à se poser la question du ownership, comme je le disais avant, comme on a réparti les fichiers dans des dossiers de features, on commence vraiment à identifier qu'il y a des bouts de code qui vont être maintenus par certaines squads et que tout le monde ne va pas toucher à tout. Et exactement comme je le disais plus tôt, on commence à sentir des graines de est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse à nos différents domaines. Donc à la sortie de cette fusion des microservices, on a un petit peu lancé une réflexion autour du domaine driven design et on a essayé de se former. C'est le point positif. L'autre chose qu'on a bien réussi à faire, c'est justement réussir à faire tenir ça dans les temps.
C'est-à-dire que sur le premier plan, où les tâches étaient réparties dans le temps, on espérait que le freeze dure à peu près 1 mois et que le merge du dernier service interviendrait le 26 juin. On a réussi à faire en sorte que ça ait lieu le 22. Donc on a réussi à tenir à peu près les délais, ce qui fait qu'au total, le merge a pris à peu près 3 mois. Il y a eu 2 mois de préparation, de mise en place des outils et 1 mois de freeze. C'était bien que ce freeze dure le moins longtemps possible parce que ça avait quand même des impacts vis-à-vis des autres équipes. Et, comme le disait Alexis, en fait, l'équipe qui allait travailler sur la mise en place d'une API publique arrivait en fait, le lendemain. Donc, valait mieux qu'on soit prêt. Et bon, l'idée, c'est pas non plus de se jeter des fleurs, mais en fait, voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on a mal fait, enfin, où il y a eu des couacs. On va parler justement de ce qu'on aurait pu mieux faire, mais il y a des trucs dont on est quand même satisfait. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Je pense qu'il y a des indices dans ce qu'on a dit avant. Déjà, pour le problème du SSO, effectivement, peut-être si on avait inclus plus de personnes dès le début dans nos réflexions, ça nous aurait aidé à être au courant que le SSO existe, parce qu'il y a des cahiers de test. En fait, les product owners qui étaient au courant de ces fonctionnalités savaient le tester, le SSO, il n'y avait pas de problème. Simplement, on y allait un petit peu comme des bourrins sans demander son avis à personne. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment d'inclure les gens du métier et du produit, même quand c'est un chantier qui a l'air uniquement tech. Le deuxième truc, vous l'avez vu avec cette histoire de script JavaScript qui ne prend pas les bonnes valeurs, c'est bien de calibrer ces outils aussi, parce que sinon les outils ne servent à rien. On a fait un super protocole, on va mesurer 4 mesures à chaque mise en prod. Ouais d'accord, mais est-ce qu'on l'a testé sans rien faire déjà, de vérifier que les valeurs étaient cohérentes? Parce que là, le souci du 111 versus 3, on l'aurait vu dès le début, en fait, si on avait fait un petit peu plus attention. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur la slide avec les temps de réponse de la PM Sentry, il y a un gap de 3 semaines où il n'y a pas de données. Heureusement qu'on n'a pas eu besoin des données à ce moment-là parce qu'on ne l'avait pas vu, on n'avait pas mis d'alerting. Donc pareil, ça aurait été pas mal de calibrer Sentry avant de se dire qu'on va s'en servir, de faire bien gaffe à comment c'est configuré. Ok, c'est le moment de prendre un peu de recul et de se dire justement quelles sont les leçons qu'on peut retirer de tout ça. Les premières leçons dont on va parler, elles concernent plus le démarrage d'un projet. Et ensuite, on parlera plus de la conduite de gros chantiers techniques. Sur le démarrage d'un projet, on a repris cette image de Martin Fowler, un célèbre gourou technique, qui dit justement qu'avant de partir en microservice, il faut un certain niveau de maturité technique. Quand il dit ça, il pense notamment à tout ce qui est à beaucoup de sujets DevOps en termes d'installation des projets, de déploiement, de CI, de CD. Toutes ces choses-là sont nécessaires pour pouvoir partir en microservice. On va rajouter une notion supplémentaire. En plus de cette maturité technique, on pense qu'il faut une maturité métier pour être en mesure de découper son domaine et de faire en sorte que ces domaines aient des responsabilités métiers. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un découpage où des portions du modèle, certes, étaient cohérentes, mais n'avaient aucun ownership et n'étaient capables de faire aucune action de par elles-mêmes sans appeler les autres. Du coup, au final, on avait des services dont la seule et unique vocation était de faire du CRUD sur une partie du modèle et remplacer des join SQL par des calls HTTP. Ce type de service, on appelle ça des entity services, et aujourd'hui, c'est reconnu comme étant un anti-pattern. Bon alors c'est sûr, c'est pas facile dès le début de découper en fait, les microservices mieux que ce qu'on avait fait. En fait, vous allez nous demander mais c'est quoi la recommandation, parce qu'on dit maxi supplice, c'est facile de dire ça. Mais, assez simple, en fait, commencer avec un monolithe modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pensez pas tout de suite à la scalabilité et à vouloir absolument plein de microservices spécialisés alors que vous ne connaissez pas encore votre métier. Quand vous lancez un projet, vous pensez connaître votre métier, mais en fait, il va se dessiner avec le temps. Et donc, un monolithe modulaire, c'est un monolithe, mais ça ne vous empêche pas dedans de découper les choses et de les abstraire et de créer des couches de séparation. Voire même en utilisant du domain driven et des bounded context, mais pas forcément, en fait. Ouais. Un autre truc à retenir aussi, on l'a vu pour l'histoire des infras partagés, alors ça va paraître évident, mais vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. C'est-à-dire que là, le fait de partager de la ressource, ça aurait pu coûter très cher un peu à tout le monde. Vraiment, ne pas mutualiser les ressources s'il n'y a pas de raison évidente de le faire. Maintenant, si on cherche à réfléchir sur la conduite de gros chantiers techniques comme le nôtre, au final, la solution qu'on a adoptée était assez contre-intuitive par rapport à nos intuitions initiales, où on était sur quelque chose de plus conservateur, avec une page maintenance, de l'interruption de service. Il se trouve qu'il y avait des outils sur l'étagère
qui nous ont permis d'avoir une solution au final bien plus itérative, bien plus élégante, nous permettant de ne pas nous lever à 4 heures du matin, et qui, du coup, en fait, nous font dire que la prochaine fois qu'un tel chantier se présente, ça peut valoir le coup de ne pas partir sur des recettes préétablies et de quand même regarder au préalable si des choses peuvent nous aider à avoir quelque chose de tout simplement plus adapté. On remet cette slide parce que, certes, ces 3 composantes, donc le fait d'avoir une équipe, d'avoir un filet de sécurité, d'avoir des étapes intermédiaires, ça nous a beaucoup aidé, mais on pense que ça peut aider n'importe quel chantier de refacto sur le long terme, tel que le nôtre. Pour nous, c'est vraiment ce qui nous a permis d'y arriver et d'être beaucoup plus serein et de ne pas suer à grosses gouttes à chaque fois qu'on faisait une bascule. D'un point de vue méthodo aussi, avoir un plan de visibilité qui est partagé, c'est assez primordial. Vous l'avez vu, je ne sais pas si vous vous rappelez du planning que Yann montrait tout à l'heure, mais pourquoi aussi on a réussi à être dans les temps et à voir d'autres problèmes qu'on n'a pas forcément cités venir, c'est qu'en fait, quand on montre le plan à d'autres squads, ils ont pu participer, ils ont pu s'impliquer, ils ont pu voir des opportunités que nous, on n'avait pas vues, ils ont pu nous prévenir de choses qu'il ne fallait pas faire. De manière générale, on n'a pas vraiment de conviction sur la façon dont il faut faire ce plan de visibilité partagé, mais ça reste une clé super importante et une composante de ce qui fait que ça a bien marché. Pour finir, du coup, on veut finir sur une note d'espoir, parce qu'en fait, en tant que développeur sur des projets, on voit souvent de la frustration et de la résignation vis-à-vis de la dette technique qui, comme ça, peut exister dès le premier jour, qui est vraiment structurelle et sur lequel on bâtit, et on a l'impression qu'on ne va jamais pouvoir s'en sortir. En fait, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que ce type de problème, ce n'est pas une fatalité. On a pu s'en sortir. Et évidemment, ça va demander un certain nombre de choses. Ce n'est pas anodin. Ça va demander de rendre visible le problème. Ça va demander d'impliquer les bonnes personnes pour faire en sorte que ça marche. Ça va impliquer de mettre en place un plan, avec des nouveaux outils. Ça va impliquer de réagir à des choses qui forcément n'étaient pas prévues au départ. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et ensuite, tout le monde en bénéficie derrière. Voilà. Merci à tous. On a un petit peu de temps pour des questions s'il y en a. Oui ? Ok. Faut que je répète la question. Donc la question c'est, vu qu'on est sur une stack AWS, pourquoi on n'a pas utilisé les outils d'AWS, notamment pour les tests en charge, plutôt que d'utiliser Grafana sur le K6 ? Je vais peut-être te laisser répondre, c'est toi qui l'as suggéré. En fait, c'était un outil qu'on avait déjà en place et on n'avait qu'à le lancer. Et en fait, les tests de charge, vu qu'on n'avait pas non plus besoin d'une charge énorme pour constater une amélioration, en fait, ils tournaient sur nos machines de dev et avec la carte réseau, et ça suffisait déjà largement pour réussir à DDoS le serveur. Donc ouais, en fait, là, c'est principalement parce qu'on avait quelque chose qui existait déjà et qu'on a adapté, plutôt que de mettre en place quelque chose de nouveau. Ouais. Là, du coup, vous êtes rendu à peu près à 5 secondes, ce qui reste quand même un peu long. Est-ce que vous savez, du coup, vous avez des outils Isabelle et tout, est-ce que vous savez où est-ce que ça vient, les 5 secondes, pour passer, je sais pas, sous le seuil de la seconde déjà ? Ouais, alors la question c'est, là on est arrivé à 5 secondes, c'est vrai que c'est toujours pas glorieux. Alors bon, les 5 secondes ils datent déjà d'il y a quelques mois en fait en réalité, puisque cette fusion de microservices c'était l'année dernière. Est-ce qu'on a des axes d'amélioration ? Oui. Mais en fait, en réalité, le couplage, il est que partiellement résolu, parce que derrière, on a aussi du couplage justement dans le modèle de données entre des choses qui sont automatiquement hydratées, qu'on ne voudrait pas forcément. Il y a des modélisations qui sont un peu douteuses qui ont été faites au début pour aller très très vite. Aujourd'hui, la piste, c'est surtout que l'API publique dont on parlait, elle a été conçue d'une manière beaucoup plus découplée au départ, et elle a des performances qui sont largement acceptables, évidemment, sinon on ne pourrait pas la rendre publique. Donc tout doucement, elle va finalement remplacer les autres endpoints en s'appuyant pour l'instant sur le même modèle, mais tout doucement en fait va faire disparaître aussi ces endpoints qui sont trop lents, quoi. Le nouvel endpoint que vous avez fait qui remplace celui-là, justement, je crois que son temps de réponse était de l'ordre de la seconde, justement. Je crois que même moins. Même moins. On a eu du 400 millisecondes, ouais. Donc ouais, c'est déjà sur la bonne voie, quoi. Oui.
Alors, la question, c'est est-ce qu'on avait un ADR qui justifiait de faire du microservice? Non, on a fait un ADR pour la fusion des microservices pour décider. Mais non. En fait, vraiment, il faut imaginer que CircularX, c'est né au sein de Recommerce. Et que pour aller très très vite, en fait, quand le projet a été lancé, on s'est dit le métier est relativement proche, il y a des chances que le découpage ce soit le même que ce qu'on fait depuis 10 ans. Et donc en fait les services n'ont jamais été décidés, ils ont été hérités presque de l'architecture qui existait avant. Donc non, c'est presque une non-décision justement d'avoir fait des microservices. Au fond. J'ai rien entendu. C'est la question par rapport aux coûts des services managés qui ont été mis en place. Est-ce qu'on a pu constater une évolution et ensuite même peut-être une diminution? Probablement. Nous, ce qui s'est passé, c'est que API Gateway, au final, à un moment, on en a eu jusqu'à 4 en parallèle, mais très vite, on n'en a eu plus qu'un seul. Et on comptait l'utiliser ensuite justement pour l'API publique, pour gérer le versionning et tout. Donc c'était un coût qu'on était prêt à assumer. Sur DMS, en fait, on les allumait au final que quelques jours à chaque fois, et même sur la dernière fois que quelques heures. Donc ça n'a pas eu de surcoût. Est-ce que le coût a eu un impact sur notre choix entre les deux plans? Non, franchement, les deux plans, c'est comme Yann l'a raconté, on n'avait pas du tout envie de faire le premier, on l'a fait à l'instinct, de manière très conservatrice, comme tu disais, où en fait, on copie, on fait une page de maintenance, on fait les opérations, et dès qu'on a compris que DMS pouvait nous sauver de ce truc-là, on s'est juste dit, non, on va pas faire le truc compliqué, c'est hors de question, quoi. Oui. Allez, de l'avant vers l'arrière. C'est une bonne question, ça. Alors oui, je vais répéter la question. Est-ce qu'après tout ce travail, vous auriez envie éventuellement de revenir vers une architecture en microservices? En tout cas, quand on a commencé cette fusion, on s'est dit c'est absolument pas définitif. L'idée, c'est qu'on veut y voir plus clair, on veut nettoyer la vitre, on veut dépatouiller. Et évidemment que si le besoin s'en fait sentir, notamment parce que là, on a commencé à bien découper en domaine métier, on s'autorisera à le faire. Par contre, encore une fois, on va attendre d'être sûr qu'on est mature sur le découpage métier, pas refaire 2 fois la même erreur, parce que j'ai pas envie de refaire ça dans 2 ans. Donc on va juste y réfléchir un peu, mais c'est clairement dans les possibilités. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des ateliers DDD qui sont faits en ce moment et qui créent de nouveaux domaines qui seraient éventuellement susceptibles d'être séparés du reste. Pour l'instant, il n'y a pas encore de besoin de scalabilité qui forcerait le découpage, mais en tout cas, au sein du modèle, ça réémerge de nouveau. Est-ce qu'on a 1 minute? Ouais, il y avait 2 questions. Hop. En fait, donc la question, c'est savoir pourquoi on a décidé de merger service plus base de données par service plus base de données, et pourquoi pas transformer les 4 services en un, qui tapait sur les 4 bases, et ensuite merger les bases. J'avoue que c'est une solution qu'on n'a jamais envisagée. Ouais. Donc du coup, typiquement, elle n'était pas dans l'ADR parce qu'on n'y a pas pensé. On fera ça la prochaine fois, du coup. Petite dernière? Ouais. Ah. Il y a plusieurs questions. Il y a une question sur le fait qu'on ait fusionné ces microservices. Ça permet moins de scaler en fonction de la demande sur chacun de ces microservices. En fait, la vérité, c'est que ce n'était pas des microservices, hein, on l'a dit au début. En réalité, la majorité, les 3 sur les 4, c'était des entity services, comme disait Yann, qui servaient que à de l'écriture et de la lecture. La charge dessus était vraiment pas énorme. Et puis, il y avait le gros stock qui était déjà un monolithe. En réalité, ça ne change pas grand-chose sur notre stratégie de scaling. Et la deuxième question, pour le dépôt de code, pour l'instant, nous, on est en monorepo et tout est en fait au même endroit, mais c'était déjà le cas avant, on ne l'a pas précisé.
C'était vraiment au niveau de l'infra qu'on séparait les différents dossiers, mais sur la partie versionning et dépôt de code, c'était déjà au même endroit en fait. Oui. Après là justement sur le versionning, le fait qu'on commençait à faire émerger des répertoires par feature et ensuite des domaines, ça a commencé justement à créer de l'ownership dans les équipes et à faire en sorte que a priori chaque feature team a ses répertoires de prédilection et éviter déjà et ensuite dans ta CI tu peux commencer à dire je lance que les tests qui concernent certains répertoires et du coup tu arrives à découper comme ça. Du coup, on va vous laisser profiter de la pause café, je pense. Merci beaucoup. Merci.